Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de notre série Back to Basics Business Technology Platform. Lors des épisodes précédents, nous avons évoqué des sujets comme le stockage de la donnée, les mouvements de données, la qualité de la donnée, l'orchestration, les différentes plateformes, pour finir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment déployer tout ceci, très vraisemblablement plutôt, dans le cloud. Nous allons parler des hyperscalers. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'importance des plateformes et la montée en puissance des architectures cloud. Pour rappel, le cloud computing est la fourniture de services informatiques, comprenant les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux, les logiciels, les analytics et l'intelligence, par Internet, ou le cloud, afin d'offrir de l'innovation, des ressources flexibles et des économies d'échelle. Dans cette définition, le mot-clé est « service ». Ceci soulève deux questions fondamentales. Qu'est-ce qui est fourni ? Et quelle est la garantie associée à ce service ? Introduire du cloud computing dans une architecture transforme la relation client-fournisseur traditionnelle. Le fait d'avoir le fournisseur de cloud computing au milieu peut signifier que quelques possibilités logicielles ou matérielles, donc software ou hardware, ne sont plus disponibles parce qu'elles nécessitent des connaissances avancées que l'équipe du fournisseur ne peut ou ne veut proposer. Généralement, dans le cloud, les produits sont fournis sous forme préconfigurée, souvent associés à des tailles dites de t-shirt, petit, moyen, grand, et très peu de flexibilité est laissée si jamais l'utilisation de capacités non prévues est demandée. C'est pourquoi il est important de comprendre les différences entre les versions on-premises et cloud. Un autre aspect critique est la sécurité, puisque les ressources et les données sont déplacées depuis un data center propriétaire et que beaucoup d'informations sensibles ou critiques passeront à travers Internet. Le modèle de licence est aussi souvent différent. À cause de la flexibilité induite par les plateformes logicielles et matérielles, le modèle est plus souvent basé sur la consommation des ressources, l'utilisation des cœurs, du réseau, etc., plutôt que sur l'allocation des ressources, le nombre de cœurs ou le débit du réseau. Lorsque l'on considère les différents composants empilés pour déployer une application, on remarque trois catégories ou couches principales. Le matériel, le logiciel qui va le faire fonctionner, c'est-à-dire le système opérationnel ou OS en anglais, et le système nécessaire à faire fonctionner l'application. La couche matérielle, hardware, est composée des serveurs, les CPU, les cœurs ou cores en anglais, la mémoire, la RAM, mais aussi du stockage, des disques physiques, du SAN, du NAS, et du réseau, les cartes réseau, les routeurs, les hubs. Tous ces composants sont utilisés afin d'assurer une performance et une évolutivité, la scalabilité, suffisamment flexible à travers la virtualisation. La virtualisation, c'est le fait de créer une version virtuelle, plutôt que concrète ou physique, de quelque chose, comme des plateformes informatiques virtuelles ou des systèmes de stockage virtuels ou des ressources réseau virtuelles. La performance et la haute disponibilité comptent parmi les principales préoccupations de cette couche. La couche OS, Operational System ou système opérationnel, comporte tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'infrastructure. L'OS lui-même, les plus populaires étant Linux et Windows, et aussi le middleware. Le middleware est un logiciel qui propose des services aux logiciels applicatifs, des services qui vont plus loin que ceux proposés par l'OS. Il peut être décrit comme le logiciel ciment ou la colle logicielle, software glue en anglais. Le middleware permet aux développeurs de facilement implémenter les communications, les entrées-sorties, input-output, de sorte qu'ils puissent rester focalisés sur l'objectif spécifique de leur application. Le middleware est l'ensemble des logiciels qui permettent d'assurer la haute disponibilité du système, high availability en anglais, et les reprises après sinistre, ou disaster recovery en anglais, le monitoring de la performance et d'autres activités permettant de rester conforme à l'accord de niveau de service, le Service Level Agreement, ou SLA. Et enfin, la couche applicative est constituée du programme ou du groupe de programmes destinés aux utilisateurs finaux. Ceci est différent du logiciel système qui, lui, est principalement impliqué dans l'exécution de l'ordinateur. Les applications peuvent être regroupées avec l'ordinateur et son logiciel système, ou non, et peuvent être marquées ou identifiées comme étant de type propriétaire, open source ou projet universitaire. Les applications interagissent généralement avec des données, comme celles gérées par les SGBD, les traitent et fournissent une interface avec les utilisateurs. Si l'on compare une architecture on-premises, dans laquelle toutes les couches sont gérées en interne par l'organisation, avec une architecture cloud,
on se rend compte qu'il s'agit simplement d'une discussion avec un tiers au sujet du type de service qu'il peut fournir. De nos jours, il existe 3 types de services principaux qu'un fournisseur cloud propose, et ils imitent les couches que nous venons d'expliquer. Ils s'alignent sur elles. Le premier service, Infrastructure as a Service, ou IaaS. Il s'agit de services en ligne qui fournissent des API, Application Programming Interface, ou interface de programmation pour application, de haut niveau utilisés pour déréférencer divers détails de bas niveau de l'infrastructure réseau sous-jacente, comme les ressources informatiques physiques, l'emplacement, le partitionnement des données, la mise à l'échelle, la sécurité, la sauvegarde et d'autres. Typiquement, le IaaS implique l'utilisation d'une technologie d'orchestration cloud. Cela gère la création d'une machine virtuelle, décide quel hyperviseur, c'est-à-dire l'hôte physique, pour la démarrer, active les fonctionnalités de migration de la VM, Virtual Machine, machine virtuelle, entre les hôtes, alloue des volumes de stockage et les attache au VM en gardant une trace des informations d'utilisation pour la facturation et bien plus encore. Le deuxième service, Platform as a Service, ou PaaS, ou Application Platform as a Service, APaaS. Il s'agit d'une catégorie de services de cloud computing qui fournit une plateforme permettant de développer, d'exécuter et de gérer des applications, sans avoir la complexité de construire et de maintenir l'infrastructure généralement associée, nécessaire au développement et au lancement de ces applications. Dans un PaaS, le consommateur contrôle le déploiement logiciel avec un nombre minimal d'options de configuration et le fournisseur fournit les réseaux, les serveurs, le stockage, l'OS, la base de données et autres services pour héberger l'application du consommateur. Le troisième service, Software as a Service, SaaS. Il s'agit d'un modèle de licence et de livraison dans lequel le logiciel est soumis à une souscription et est hébergé centralement. Les applications SaaS sont aussi appelées Web-Based Software, logiciel sur le web, On-Demand Software, logiciel à la demande, ou Hosted Software, logiciel hébergé. Les applications SaaS sont généralement accédées via un client léger, comme un navigateur Internet. Le SaaS est devenu un mode de consommation relativement standard pour beaucoup d'applications métiers telles que les ERP, Enterprise Resource Planning, logiciel de gestion des entreprises, les CRM, Customer Relationship Management, logiciel de gestion des clients, les HRM, Human Resource Management, logiciel de gestion des ressources humaines et d'autres. Le SaaS est incorporé dans les stratégies de presque toutes les grandes entreprises fournissant des logiciels. De nos jours, IaaS, PaaS et SaaS ne sont plus les seuls termes utilisés dans la famille des as a service. Des domaines plus spécialisés peuvent être offerts en tant que service, comme par exemple Desktop as a Service, le bureau as a service, ou Managed Software as a Service, ou Mobile Backend as a Service, ou Data Center as a Service, ou Information Technology Management as a Service, ou Business Process as a Service, ou Finance as a Service, et beaucoup d'autres. Le point ici est simplement de montrer qu'il s'agit simplement de trouver un partenaire pour fournir des services et de définir ensemble comment ces services peuvent être fournis. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'accord de niveau de service, Service Level Agreement, le SLA, associé à chaque service. Le Service Level Agreement, SLA, est un engagement entre un fournisseur de services et un client. Les aspects particuliers du service, tels que la qualité, la disponibilité, les responsabilités, sont convenus entre le fournisseur et l'utilisateur du service. L'élément le plus courant d'un SLA est que les services doivent être fournis au client comme convenu dans le contrat. Par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet et les telcos incluent des accords de niveau de service dans des termes de leur contrat avec les clients pour définir le ou les niveaux de service vendus en termes simples. Dans ce cas, le SLA possède une définition technique en Mean Time Between Failure, MTBF, ou temps moyen entre les pannes, Mean Time to Repair ou Mean Time to Recovery, so MTTR, temps moyen pour réparer ou remettre en marche, pour identifier qui est responsable du signalement des défauts ou paiement des frais, qui est responsable des variations des débits de données, des volumes, des taux et autres mesures possibles. Les SLA incluent généralement plusieurs composants, de la définition des services au dénoncement de l'accord. Pour garantir le respect constant des SLA, ces accords sont souvent conçus avec des lignes de démarcation spécifiques et les parties concernées sont tenues de se rencontrer régulièrement pour créer un forum ouvert de communication. Les récompenses et les pénalités applicables aux fournisseurs sont souvent spécifiées. La plupart des accords de niveau de service laissent également la place à un examen périodique, souvent annuel, pour apporter des modifications.
Les Service Level Agreements sont souvent définis à différents niveaux. On trouve les Customer Based SLA, les SLA au niveau du client. C'est un accord avec un groupe d'individus couvrant tous les services que le groupe utilise. On trouve aussi les Service Based SLA, les SLA au niveau du service. C'est un accord couvrant tous les clients utilisant les services fournis par le fournisseur. On trouve aussi finalement les Corporate Level SLA, les SLA au niveau de l'entreprise. C'est un accord couvrant toutes les questions génériques de gestion des niveaux de service, souvent abrégé en SLM ou Service Level Management, appropriés à chaque client dans toute l'organisation. Ces problèmes sont susceptibles d'être moins volatiles et les mises à jour, donc les révisions des SLA, sont donc moins fréquemment nécessaires. Dans le cadre d'une architecture cloud, le terme hyperscaler est souvent mentionné. En informatique, hyperscale, informatique à grande échelle, est la capacité que possède une architecture à évoluer de manière appropriée à mesure qu'une demande accrue est ajoutée au système. L'informatique à grande échelle est nécessaire pour construire un cloud robuste et évolutif, un système de stockage distribué ou du big data, et est souvent associée à l'infrastructure requise pour gérer de grands sites distribués tels que Google, Facebook, Twitter, Microsoft ou Amazon. Certaines de ces sociétés non seulement ont construit ces infrastructures pour elles-mêmes, mais proposent aussi à leurs clients d'en utiliser une partie. Dans cet épisode, nous nous focaliserons sur les 3 principaux hyperscalers reconnus par les analystes du marché. Amazon avec Amazon Web Services, AWS, Google avec Google Cloud Platform, GCP, et Microsoft avec Azure. La liste des hyperscalers ne se limite pas à ces 3-là, mais il est bon d'expliquer leurs différences de stratégie et de focus. La plus grande force d'Amazon est sa domination sur le marché du cloud public. Dans son Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service Worldwide, Gartner souligne qu'AWS est le leader sur le marché du IaaS depuis plus de 10 ans. Une raison de la popularité d'Amazon est sans doute le très grand périmètre de ses opérations. AWS possède un grand nombre, en constante croissance, de services disponibles, de même que le réseau de data centers le plus complet dans le monde. Le rapport de Gartner résume ceci par, je cite, AWS est le fournisseur le plus mûr avec des capacités les plus larges pour gouverner un grand nombre d'utilisateurs et de ressources. La grosse faiblesse d'Amazon est reliée aux coûts. De nombreuses entreprises trouvent difficile de comprendre la structure des coûts et de gérer ces coûts avec des gros volumes de charges sur le service. En général, cependant, ces inconvénients sont largement dépassés par les avantages d'Amazon et des organisations de toute taille continuent à utiliser AWS pour une grande variété de chargements. Microsoft est arrivé sur le marché du cloud assez tard, mais s'est donné un bon départ en réutilisant essentiellement ses logiciels on-premises tels que Windows Server, Office, SQL Server, SharePoint, Dynamics, Active Directory, .NET et autres sur le cloud. Une bonne raison du succès d'Azure est que de nombreuses entreprises déploient Windows et d'autres logiciels Microsoft. Parce qu'Azure est intimement intégré à toutes ces applications, les entreprises qui utilisent beaucoup de logiciels Microsoft trouvent intéressant d'utiliser Azure. Cela renforce la fidélité des clients existants. De même, si vous êtes déjà client Microsoft Entreprise, attendez-vous à des remises importantes sur les contrats de service. Du côté des inconvénients, Gartner trouve à redire sur certaines imperfections de la plateforme. Je cite. Alors que Microsoft Azure est une plateforme prête pour l'entreprise, les clients de Gartner rapportent que l'expérience de service semble moins prête à l'entreprise qu'ils ne le pensaient, étant donné la longue histoire de Microsoft en tant que fournisseur d'entreprise. Les clients citent des problèmes avec le support technique, la documentation, la formation et l'étendue de l'écosystème des partenaires ISV. Google propose une offre solide en matière de containers, depuis que Google a développé la norme Kubernetes qu'AWS et Azure proposent désormais. Et GCP est spécialisé dans les offres de calcul intensif telles que le big data, l'analyse et l'apprentissage automatique. Il offre également une échelle et un équilibrage de charges considérables. Google connaît les data centers et les temps de réponse rapides. En revanche, Google, seulement 3e, est plus éloigné en termes de part de marché, peut-être parce qu'il n'offre pas autant de services et de fonctionnalités différents qu'AWS et Azure. Il n'a pas non plus autant de data centers dans le monde qu'AWS ou Azure, bien qu'il se développe rapidement. Gartner dit que, je cite, « Ses clients choisissent généralement GCP comme fournisseur secondaire plutôt que comme fournisseur stratégique, bien que GCP soit de plus en plus choisi comme alternative stratégique à AWS par les clients dont les entreprises sont en concurrence avec Amazon et qui sont plus centrés sur l'open source ou le DevOps, et donc moins bien alignés sur Microsoft Azure. » Maintenant que nous savons
ce que sont les hyperscalers, ce que nous savons aussi de la donnée, des mouvements, de la qualité, de l'orchestration, du stockage, des data warehouses, des data lakes, je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode, au cours duquel nous allons parler de tout ça. Mais comment on le met ensemble? Quelle est la valeur que cela peut apporter pour l'entreprise? À très bientôt!